Salut, c'est Shaman de Ludovox. Je suis avec Mathieu Bonin. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Eh bien, nous sommes sur le showroom de Yellow au Festival international des jeux de Cannes 2016. Et tu vas nous parler de Sea of Clouds, qui est une nouveauté Yellow, qui est en avant-première à Cannes. C'est même une grosse avant-première parce que là on est toute fin février et le jeu sort fin avril. Donc on a 2 mois d'avance. Voilà. Et on en a en démo et on a même quelques boîtes à vendre sur le salon. Donc on risque d'en entendre un peu parler d'ici la sortie. Il reste encore quelques boîtes? Ouais, il y en a encore un peu. Okay. Alors de toute façon, quand les gens verront cette vidéo, il n'y en aura plus, puisqu'on va probablement les monter dans 2-3 jours et ça sera terminé. Il n'y en aura plus, mais ils en auront peut-être entendu parler ailleurs sur le net. Mais en ce qui concerne les règles, moi je vais déjà vous les expliquer. Eh ben super, alors dis-nous déjà pour commencer pour combien de joueurs, quelle durée et à partir de quel âge, puis après je te laisse. C'est un 2-4 joueurs. On a dû mettre à partir de 10 ans, je l'ai plus en tête, mais voilà, à partir de 10 ans. Et c'est moins d'une heure, c'est 40-45 minutes. C'est le deuxième jeu de Théo Rivière, que vous connaissez peut-être soit pour avoir fait Shinobi Wata chez Purple Brain, soit parce que il bossait chez nous avant et que du coup on le voyait un peu sur les vidéos du vendredi. Et c'est illustré par Miguel Coimbra avec des pirates qui volent. Ok, alors j'ai entendu dire que c'était un jeu de draft et de collection, c'est ça? Quelque chose comme ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr, c'est le système central qui est assez original, emprunte effectivement à la mécanique du draft. Il va falloir faire des collections, mais c'est surtout un jeu entre le draft et le stop ou encore. Typiquement, dans le jeu, le but, ça va être de récupérer les bonnes cartes et de ne pas récupérer les mauvaises, de faire en sorte que l'ensemble des cartes qu'on a récupérées en fin de partie nous procure plus de points que les autres joueurs. Et je vais me rapprocher un petit peu. Le principe de base, il se situe au niveau de ce petit plateau. Le plateau, c'est un compte tour, enfin un compte manche. Il y a 12 ou 15 manches dans la partie suivant le nombre de joueurs. Et en dessous, il y a 3 lots qui sont en fait des parts de butin. C'est des lots de cartes. En début de partie, il y a une carte par lot. Et il va pouvoir y en avoir plusieurs. Parce qu'en fait, quand c'est ton tour, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la première carte, là où les cartes dans le lot 1, tu vas les regarder secrètement et tu vas décider si tu veux soit les garder et les ajouter à ton jeu, soit les reposer pour aller voir le deuxième et puis le troisième lot. Quand tu reposes une carte, tu vas en rajouter une sur le lot de la pioche avant de pouvoir regarder le lot suivant et de décider si tu veux le garder ou pas. Si jamais tu gardes un lot, là aussi tu rajoutes une carte, mais du coup tu rajoutes une carte sur un endroit vide, donc le lot repart à une carte. Si jamais il y a déjà 3 cartes dans un lot que tu décides de ne pas garder, au lieu de rajouter une 4e carte, tu vas ajouter une pièce de la banque, mais dans tous les cas, le lot va devenir mieux pour le joueur suivant. C'est là où ça emprunte un petit peu au draft, c'est que tu sais ce que tu laisses à ton adversaire suivant, même si tu ne sais pas exactement, parce que là tu vas rajouter une carte, il faut que tu décides ce que tu gardes ou ce que tu laisses au joueur suivant. Et le stop ou encore, parce que tu ne sais pas exactement ce que tu vas voir, et tu dois décider parfois de laisser un lot qui est pas mal en espérant récupérer un lot après qui est vachement bien, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Est-ce que ça peut te pénaliser d'aller pour un lot assez important, ou c'est juste que ça va vraiment pas du tout optimiser tes points par exemple? Alors ça peut te pénaliser parce que dans les cartes, il y a des cartes qui sont négatives. Il y a des cartes qui sont plus ou moins bien. Il y a aussi des cartes qui dans certains cas de figure sont bien, dans d'autres pas bien. Je t'expliquerai un petit peu les cartes. Mais effectivement, ça peut vraiment te pénaliser. Si jamais tu décides de ne pas garder le 3e lot, bon, tu vas rajouter une carte à ce lot et tu vas prendre la première carte de la pioche au hasard. Pas complètement au hasard, parce que comme on peut le voir là, il y a différents dos de cartes. Et le dos de cartes correspond au type de carte. Il y a 4 types de cartes, je vais vous l'expliquer. Okay. Les premières cartes, c'est les cartes de Rome. Les cartes de Rome, c'est les cartes jaunes. On va les placer face cachée en dessous là, de sa petite fiche de capitaine.
Et je peux vous les montrer. Donc, elles sont assez simples. La plupart, elles donnent des points de victoire. Certaines en donnent 0, voire en font perdre, mais à chaque fois, c'est juste des points de victoire. Il y en a qui sont un petit peu plus particulières. Les roms de majorité, ils te donnent 1 point, mais si tu es majoritaire en fin de partie, ils valent chacun 3 points. Donc c'est un peu mieux. Et puis il y a les roms de collection qui vont valoir de plus en plus en fonction du nombre que tu en as. Le deuxième, et ceux-là du coup sont gardés face cachée sous ta fiche de joueur parce qu'on va pouvoir te les voler. Donc tu as plutôt envie que les gens te volent des cartes sans savoir vraiment ce que c'est. Ensuite, le deuxième type de carte, c'est les reliques. Les reliques qui vont être face visible à droite, et c'est les cartes qui se collectionnent. C'est les cartes avec des dos bleus. Là, plus tu as des cartes du même type, il y a 4 reliques différentes, plus ça va te rapporter de points en fin de partie. La plupart des reliques, quand on n'a pas assez, c'est des points négatifs. C'est là où je te disais que une relique, elle peut être intéressante si tu l'as déjà, elle peut te rapporter jusqu'à 10-11 points. Par contre, si c'est la première d'un type, là, elle va t'en faire perdre. Donc ça fait des gros différentiels en fonction de là où tu en es dans la partie. Donc celles-ci, elles vont être face visible à côté de ton plateau de jeu, tout simplement parce que tes adversaires peuvent choisir de la garder, même si elle leur fait perdre des points, pour pas que toi, tu en fasses trop. Voilà. Donc ça, c'est des reliques. Troisième type de carte, c'est les cartes à fond vert, à dos vert, les cartes objets. Là, elles fonctionnent de 3 façons différentes. Il y a les cartes avec, alors déjà, on peut les mettre ici, les cartes avec un petit coffre en haut, qui sont des cartes à effet permanent que tu vas poser devant toi, face visible, dès que tu les récupères, et qui vont avoir un effet, la plupart du temps positif, parfois négatif, parfois même nul. Je crois qu'il y a un singe savant qui sert à rien. Tu le poses et il sert à rien. Et ce genre d'effet positif, ça va altérer les règles de jeu du style quand tu draftes ou autre, ou pas du tout? Alors pas au niveau du draft, mais ça peut t'ajouter des bonus. Ça peut effectivement changer un petit peu la façon dont les combats se passent, etc. Deuxième type de carte, c'est les cartes avec une petite poubelle. Celle-ci, dès que tu les récupères, tu les défausses et tu appliques l'effet. L'effet peut être positif, genre tu récupères de l'argent par exemple, ou peut être négatif. Là par exemple, quand tu la récupères, tu ajoutes tout de suite une carte à chaque part du butin. Mais comme tu viens de jouer, ça donne plus de choix, plus de cartes à tes adversaires. Celles-ci, elles sont donc défaussées immédiatement. Le dernier type de carte objet qui existe, ce sont les livres. Donc ça, c'est des cartes, c'est des secrets, avec le petit point d'interrogation en haut. Elles sont conservées face cachée à côté du ROM. Et elles te permettent de marquer des points en fin de partie en fonction de certains éléments de ton jeu. Celle-ci, par exemple, tu vas marquer 1 point pour chaque lot de 3 pièces que tu as. T'en as d'autres qui te permettent de marquer 1 point par relique que tu as collectionné, ou 5 points si tu es majoritaire en relique ou ce genre de choses. Donc celles-ci, elles sont face cachée. Pour pas que tes adversaires sachent vers quoi tu vas orienter ta stratégie. Le dernier type de carte, ce sont les cartes rouges, les cartes pirates. Celle-ci, quand tu recrutes un pirate, quand tu le récupères, tu vas le poser face visible au-dessus de ta fiche de capitaine. Et ils vont te permettre de combattre. Sur le petit plateau de tours là-haut, on voit que tous les 3 ou 4 tours, suivant la phase du plateau, il y a des petits symboles de combat. Okay, à la fin des manches où il y a ce symbole, il va y avoir un combat entre toi et tes voisins. Hein, tu bats avec ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Tu compares la puissance cumulée de tous tes pirates. Okay, ici, il y a 4, 2, 3, tu as 9 points de combat. Et pour chaque victoire que tu as sur tes voisins, donc pour chaque... Pour la différence de valeur de combat, c'est pas la différence, c'est si tu es supérieur, tu gagnes. Si tu as moins, tu perds. Si c'est égalité, il se passe rien. Si c'est égalité, il y a une petite règle un peu particulière que j'expliquerai. Donc pour chacun, tu vas activer tous les effets de tes pirates. tu vas faire du scoring immédiat.
Exactement. Sachant qu'il y a plusieurs effets. Dans mon exemple, c'est pas super bien fait, il n'y a que des gagnés, j'ai pas fait attention. Gagner des pièces, c'est tu les prends à la banque. C'est ce dont tu parlais, les actions d'interaction directe comme voler, tu peux faire des fossés. Exactement, tu peux voler de l'argent, tu peux aussi voler des cartes ROM. Donc là, tu la voles face cachée, voilà. Il y a certaines cartes avec un petit une fois comme ça. Ça veut dire que même si tu gagnes tes 2 combats, tu vas appliquer l'effet qu'une fois au max. S'il n'y a pas ce petit symbole, bah, tu tapes sur tes 2 voisins, tu appliques l'effet une fois pour chaque. Comme le jeu et l'auteur est bien réfléchi, ce qui est intéressant au niveau des pirates, c'est que plus la puissance d'un pirate est élevée, moins son effet est intéressant. Donc à un moment, quand on recrute des pirates, il va falloir juger, est-ce qu'on prend des pirates très forts pour être sûr de gagner le combat, mais avec des effets qui sont pas si bien, ou est-ce qu'on essaye de recruter aussi des pirates un peu moins forts pour avoir des bons effets, mais en étant moins sûr de pouvoir gagner le combat. Dans tous les cas, que tu gagnes ou pas ton combat, à la fin du combat, tous les pirates sont défaussés. Ce qui veut dire qu'après chaque combat, tous les joueurs sont à égalité sur cette phase-là et les pirates redeviennent intéressants pour tout le monde. Ok, ouais, donc il n'y aura pas de win-to-win entre guillemets sur cet aspect-là. Et là, de ce que je vois, il y aura 3 combats dans la partie, c'est ça? Exactement, il y a toujours 3 combats dans la partie, dont un à la toute fin du jeu. Ensuite, il y a 2 petites choses que je peux préciser. La première, c'est le petit perroquet ici. Il y a des cartes, que ce soit des cartes objets ou des cartes pirates, qui permettent de récupérer le perroquet. Le perroquet, c'est lui qui permet de déterminer les égalités, que ce soit au niveau des majorités ou des combats. Si dans l'égalité, il y a un des joueurs qui a le perroquet, c'est lui qui l'emporte. Dernière chose, parce que ça peut être quand même utile, c'est le scoring final. Une petite fiche pour marquer les points. En fin de partie, 1 point par pièce. On marque les points des roms, les points des reliques, les points des livres, les points des éventuels objets face visible. On fait le total. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Merci Mathieu. Et pour ceux qui nous regardent, à bientôt sur Ludovox.